Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur une Bordelaise, chef d'entreprise, libraire et indépendante. Hélène Deslignery, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureuse propriétaire de 3 commerces culturels en plein centre de Bordeaux. La machine à lire et ses petites sœurs, la petite machine et la machine à musique. Que représente la culture dans votre vie ? Beaucoup de choses, ça représente une évasion, c'est ce qui m'a permis certainement, et guidé par mon père, de pouvoir quitter un milieu dans lequel j'étais certainement prédestinée à être pour vivre une vie. Le milieu de la vigne. Le milieu Votre de la père vigne. était vigneron. Oui, vigneron à Saint-Émilion, et encore le milieu de la vigne, ça va, mais c'est tout ce qui l'entourait peut-être qui ne me correspondait pas trop, c'est-à-dire tout un milieu, je ne sais pas trop comment le qualifier. Mais La enfin, bourgeoisie ? Oui, enfin, en ce qui me concerne, c'était même l'aristocratie, donc dans lequel je ne pense pas m'être sentie très bien. Et je pense que la culture et la lecture a été un moyen pour moi d'évasion, puisque mon père m'a enseigné que c'était grâce au fait qu'il ait lu, qu'il ait réussi lui-même à se sortir de toute une histoire un peu lourde et difficile. Plein phare sur votre parcours, vous le disiez, donc vous êtes fille de vigneron, vous rêviez d'être géologue, vous avez travaillé notamment chez Ford dans l'industrie pharmaceutique, puis créé une entreprise de réinsertion avant de racheter cette librairie indépendante, La Machine à lire, qu'on découvre en photo. Quelle est la cohérence dans toutes ces vies professionnelles que vous avez eues ? Aucune. Il n'y a aucune cohérence. En fait, je pense que j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher ce que je voulais faire. Donc, en fait, je raconte les choses. D'où la géologie. D'où la géologie, ça c'est mon côté terrien, je pense. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac et en fait, j'ai procédé aussi par élimination. Je ne voulais pas faire droit parce que c'était trop mondain, je ne voulais pas faire ci, etc. Donc, il y avait sciences. Donc, sciences, géologie, la terre. Donc, j'ai travaillé un petit peu à la Compagnie française des pétroles à Paris. Je me suis mariée. 8 mois après, je divorçais et donc il a bien fallu que je travaille parce que même si certaines images de moi circulent et véhiculées, la réalité est qu'il fallait que je travaille. Donc j'ai travaillé chez Sargé, industrie pharmaceutique, en qualité de documentaliste parce que j'avais passé une unité de documentation en même temps que ma maîtrise de géologie. Et donc je suis devenue documentaliste. Ça s'est bien passé, je suis devenue chef de service et puis voilà, des raisons font que j'ai quitté. Ensuite, j'ai travaillé même dans une entreprise qui faisait de l'appareillage auditif en qualité de comptable, puis j'ai quitté. Et puis j'ai travaillé à Saint-Émilion dans la propriété familiale et puis j'ai quitté. Donc au bout d'un moment, je me suis quand même interrogée. Je me suis dit, ça ne me paraît pas tout à fait normal. Il a fallu faire un point, un bilan. Oui, il a fallu faire un bilan et j'ai fait un bilan de compétences qui était à l'époque, je ne sais pas si on en fait toujours, mais qui était permis par les acédiques, en me disant mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne jamais ? C'est-à-dire, ça marchait très bien professionnellement, il n'y avait aucun problème, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas durer. Et en fait, je raconte ça en riant, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Il s'est avéré qu'au cours de ce bilan de compétences, il a émergé que la seule chose qui m'intéressait, c'était la lutte contre les exclusions et le combat à mener pour essayer qu'il y ait plus de justice dans le monde. Enfin, bon, d'où la création d'une entreprise de réinsertion. Je ne l'ai pas créée, je l'ai dirigée. Donc j'ai commencé à être réinsertion. En fait, c'est une entreprise qu'on appelle d'insertion. Alors c'était de la peinture en bâtiment. Oui. Donc, je le dirigeais, IPF. Voilà, le IPF, et qui existe toujours d'ailleurs. Et je dirigeais donc une entreprise qui permettait à des gens en situation de grande exclusion, donc c'est sorties de prison, les gens qui arrivaient à l'époque du Darfour, problème avec l'alcool, problème avec la drogue, etc., de passer 2 ans au cœur de cette entreprise qui était dévolue à ça, en fait, mais qui leur permettait de se réinsérer par le biais du travail. C'est-à-dire que pour moi, ces gens étaient salariés dès leur entrée avec un bulletin de salaire classique, donc il y avait le respect de la personne, et on accompagnait toute la problématique de logement, de toutes ces choses-là, par tout le côté social, et on leur permettait de se reconstruire en 2 ans, par exemple, surtout pour quelqu'un, je pense, qui sort de prison, qui a totalement perdu l'habitude d'avoir ne serait-ce que des clés d'entrée, de fermer, etc. Et donc, ça leur permettait de se reconstruire, et ensuite, on leur permettait d'accéder à l'entreprise dite classique. Donc là, vous vous êtes trouvée. Là, je me suis trouvée, oui, vraiment. Vous vous êtes trouvé une utilité. Oui, ça faisait sens. Comment sont arrivés donc du coup ces commerces culturels, La Machine à lire, cette librairie indépendante que vous avez reprise ? Donc là, c'est une histoire qui est à la fois qui est familiale, c'est-à-dire que la propriété familiale a été vendue contre mon gré, mais je n'ai pas pu m'y opposer très longtemps puisque j'en étais propriétaire par tiers avec mon frère et ma sœur. Donc je suis devenue héritière de fait.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Puisque pour moi, il n'était pas question que j'arrête le travail que j'avais, puisque c'était un travail dans lequel je m'épanouissais, qui faisait sens. Donc je me suis dit, mais ça peut paraître ridicule, mais je crois que c'est la question que se pose peut-être celle ou celui qui gagne au loto. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, il vous arrive une somme d'argent, vous en faites quoi? Faut en faire quelque chose. J'étais d'utile et pour moi qui fasse sens. Alors évidemment, tout le monde rêve de partir aux Baléares ou jouer au golf, mais je pense que ça a ses limites, hein, à mon avis. Donc j'étais très amie avec le propriétaire de la machine à lire, Henri Martin. Et un jour, nous déjeunions ensemble. Henri a eu des problèmes de santé, était obligé de vendre la librairie. Et il m'expliquait combien c'était difficile, qu'il n'arrivait pas à trouver d'acquéreur. Et moi, je me suis dit, finalement, je vais l'acheter. Je vais nommer un directeur ou une directrice en accord avec Henri et je vais continuer mon travail. Voilà. Ça va dans le même état d'esprit que la réinsertion, finalement. Vous êtes venu en aide aux autres. Oui, après, je pense que c'est... oui, au départ, c'était peut-être ça, mais c'était surtout la notion que je ne voulais pas que cette librairie disparaisse. Quoi. Ouais, c'était trop important. Parce que vous en étiez cliente. Ah oui, j'ai toujours été, oui, je n'ai pas précisé, j'ai été toute ma vie cliente uniquement de la machine à lire. Donc, on a un très grand confrère à Bordeaux et je n'y allais pas parce que la machine à lire avait une dimension... Oui, je n'y allais pas parce que la machine à lire avait une dimension qui me correspondait davantage. C'était plus la philosophie de la machine... petit, et puis aussi avec une librairie qui fait des choix, qui a des engagements et qui me correspondait davantage. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je l'ai acheté, j'ai nommé une directrice et en parallèle, j'ai continué à travailler. Donc, tout devait se passer comme ça, sauf qu'avec la vie, ça ne se passe jamais comme vous pensez que ça va se passer. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, il y avait des soucis au sein de l'entreprise d'insertion, de cohérence. Et je me suis dit, je vais arrêter pour travailler directement avec les prisons. En fait, ça m'ira mieux que de passer par tout ce système. Ce que j'ai fait, j'ai donc présenté au président ma démission. Et à ce moment-là, je me suis intéressée de plus près à la machine à lire. Et je me suis aperçue que ça n'allait pas si bien que je ne le pensais avec l'organisation que j'avais mise en place. Donc, je m'y suis intéressée de plus près. Et en fait, la directrice est partie et j'ai pris la direction. Vous avez géré Mais ce qui est étonnant, c'est que les choses se mettent en place toutes seules. Et de manière, involontaire, finalement. Après, je pense que je participe à ça. Mais je crois beaucoup au fait au kairos, c'est-à-dire la bonne chose au bon moment. Je crois qu'il y a un moment où c'est juste. Donc j'ai pris la direction de la machinière. Ce qui est assez amusant, c'est que ce n'était pas du tout mon métier, ni peintre en bâtiment d'ailleurs, puisqu'avant je dirigeais une entreprise ni géologue, de peinture. sauf que vous en avez fait vos études quand même. C'était la seule formation que j'avais finalement, mais je n'ai pas beaucoup utilisé. Plein phare sur un souvenir d'enfance, une photo que vous nous avez apportée. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de vous? C'est bien vous, Hélène Deslignery. Alors, vous êtes enfant. C'est moi et mon maillot de bain tricoté par ma grand-mère, absolument épouvantable. Donc cette photo, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mensonge. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a terriblement marquée. J'avais, je ne sais pas quel âge, Aurélie, je peux avoir là-dessus, 4 ans, 3 ans? Allez, on va dire 4 ans. Ça se passe à Arès, dans le bassin. Et en fait, il y avait des cerises à la maison. Enfin, c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous. Et les cerises avaient disparu. Donc on m'a demandé si je les avais mangées. Et j'ai dit que non, je n'avais absolument pas vu les cerises, ni mangé. Et que c'est bien connu, quand on est enfant, on ne voit jamais les cerises. Voilà. Sauf que la photo le dit elle-même, c'est-à-dire qu'on a... Devine que vous cachez quelque chose quand même. Oui, surtout je cache quelque chose, c'est qu'il y a eu un accident et que j'ai été bien malade à cause des cerises et que donc les noyaux sont apparus aux yeux de tout le monde et que là j'ai compris tout d'un coup que je ne pouvais plus nier avoir mangé toutes ces cerises. Je pense que j'en avais mangé plus d'1 kilo quand même. D'accord, donc c'est là que vous avez appris l'honnêteté? C'est là où j'ai appris l'honnêteté. Je déteste le mensonge, mais vraiment comme très profondément. Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien. Mais c'est surtout très drôle le fait de pas, vous savez, cette naïveté de l'enfant qui ne pense pas aux conséquences que vont avoir un tel mensonge, qui va se faire prendre de toute façon à un moment ou à un autre. Plein phare sur une autre photo, un lieu symbolique. On n'est pas très loin finalement de la première photo. On est à Tossat. On est à Tossat. Donc, pourquoi Tossat? Parce que j'ai fait le choix. D'abord, je suis une amoureuse, une inconditionnelle du fond du bassin d'Arcachon. Et j'ai fait le choix récemment d'y acquérir une petite maison pour pouvoir me retirer et lire. Parce que,
Vous avez parlé de la machine à lire, je pense que vous allez évoquer la machine à musique. Il y a la machine à musique et la petite machine. C'est 19 salariés, on a embauché un jeune autiste, on a des engagements un peu forts. Je suis quand même très prise et mon plus grand désespoir était que je n'arrivais pas à lâcher prise. Et en fait, à Tosat, j'arrive à me retirer du monde pour lire, pour reprendre de l'énergie. Et c'est pour moi, je dis toujours, c'est le plus beau lieu du monde. Alors tout le monde sourit jusqu'à ce qu'on connaisse Tosat et tout le parcours au bord du bassin, Cassis, Lanton, Andernos, Lège, Cap-Ferré, vers le Cap-Ferré, pardon. Et je trouve que c'est le plus bel endroit du monde. Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans ce triple projet culturel que vous menez ? Cette librairie indépendante, cette maison de la presse, la petite machine que vous avez aidé à faire renaître finalement. La machine, elle allait fermer parce qu'aujourd'hui, une maison de la presse ne peut quasiment pas vivre sauf à faire tabac ou avoir des activités connexes. Et donc, tout le quartier était en émoi et la propriétaire était désespérée. Donc, en fait, nous avons, avec mon compagnon, racheté à la propriétaire qui est devenue salariée. On a salarié quelqu'un d'autre parce qu'après, il y avait des lois, hein, donc on ne peut pas faire travailler les gens plus que de raison. Et c'est le lieu qui me touche le plus parce qu'en fait, c'est un lieu de vie extraordinaire dans le quartier. C'est derrière le lycée Montesquieu. Il y a des personnes âgées entre 92 et 101 ans qui viennent, qui passent 2 heures, elles prennent du thé, elles prennent du café. C'est devenu un lieu de vie et de partage qui est devenu, me semble-t-il, absolument essentiel au quartier. Et la culture comme lien social. Oui, puis on vend de tout. On vend des bonbons, on vend des cartes de téléphone, des cartes de bus, on vend des crayons, des stylos. Je crois qu'à la petite machine, rien n'est impossible. On pourrait en faire un slogan. La petite machine, rien n'est impossible. Plein phare sur un objet qui vous tient à cœur. Vous êtes d'ailleurs venu avec pour nous rejoindre dans Plein phare. C'est votre belle publicité pour Giante. C'est ma bicyclette, oui. Pourquoi ma bicyclette ? Parce que je ne peux pas m'en passer. Parce que je ne circule qu'à bicyclette, sauf évidemment quand je vais à Tosat, ça fait un peu loin. Oui. Mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis sur ma bicyclette. Et j'ai une espèce de liberté avec cet objet. Et pour moi, un objet fétiche, ça me posait un peu des problèmes du côté fétichiste, et je ne le suis pas. Et donc je me suis dit, mais finalement, si je devais partir avec un seul objet dans une maison quelque part, je pense que je partirai avec ma bicyclette. Merci Hélène Desligneries d'être venue dans la lumière du phare. Elle éclaire toujours la toile France3.fr pour revoir l'émission. À bientôt. Merci à vous.